Donc on va peut-être revenir juste quelques diapositives en arrière pour revenir un peu sur le projet initial, juste pour se remémorer un peu comment on a monté ce projet de Continuum Parole Onco. Vous vous souvenez, donc, comme l'a dit docteur Latreille, c'est vraiment un enjeu de santé publique absolument majeur, là, qui est revenu beaucoup. On s'est rendu compte qu'on ne travaillait pas suffisamment, d'abord, en coordination entre les services de première ligne et les services d'oncologie. La deuxième chose, c'est que peut-être qu'on pourrait encore mieux accompagner les personnes en termes de changement d'habitude de vie pour les aider aussi à mieux vivre les effets secondaires, autant pendant les traitements qu'après les traitements. Et puis de s'assurer aussi d'un soutien émotif tout au long de cette trajectoire. Donc on a commencé évidemment avec Parole Onco, mais on peut continuer aussi avec tout ce qui concerne ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique et tout le soutien bien sûr par les organismes communautaires qui peuvent intervenir sur plein de dimensions différentes qui touchent la vie des personnes qui sont aux prises avec un cancer. Donc on a changé de paradigme aussi beaucoup dans la cancérologie en parlant maintenant de plus en plus de maladies chroniques où il y a toujours effectivement la possibilité de récidive, et puis même s'il n'y a pas de récidive, c'est effectivement, comme disait le docteur Latreille, le fait de vivre après des traitements peut amener quand même pas mal de désagréments. Donc on a vraiment essayé de voir comment, dans le cadre de ce projet-là, on pourrait faire plus de liens entre la première ligne, les services d'oncologie, autant en amont qu'en aval. On avait eu la chance l'année dernière de regarder plus particulièrement les besoins des médecins de famille et des groupes de médecins de famille grâce au docteur Layani qui est ici présente et qui nous avait vraiment fait l'honneur de montrer un peu comment elle vivait ça au quotidien et que c'était vraiment pas si simple que ça. Et donc les chiffres sont quand même assez parlants, comme quoi les effets secondaires sont vraiment au rendez-vous et qu'il faut absolument travailler là-dessus. Donc cette transition, on l'a vu, hein, se prépare dès les investigations diagnostiques. Ça c'est quelque chose un peu aussi nouveau. Il y a peu de modèles qui travaillent là-dessus de cette façon-là. Et ce qui nous intéressait beaucoup, c'était de voir de quelle manière on pouvait plus parler de trajectoire de soins, vraiment parler de trajectoire de vie, puisqu'on s'intéresse à toutes les différentes facettes qui sont impactées au cours donc d'une problématique de cancer. Et ce qu'il faudrait aussi ramener, c'est qu'on travaille aussi sur les personnes qui ont des prédispositions et pas uniquement des personnes... Ah, Jocelyne, heureusement, je l'ai dit. Elle me fait... Donc avec une prédisposition aussi de cancer. Donc ça, c'est vraiment grâce à Jocelyne qu'on a été capable de prendre cette dimension-là depuis le départ et qu'on souhaite toujours intégrer dans ce projet-là. Donc, je pense qu'on va être assez original. Vous allez voir, on a la chance d'avoir une présentation un peu sur les différents modèles qui existent au niveau international, mais je pense qu'on serait capable, au Québec, de vraiment avoir notre couleur vraiment spécifique grâce à un projet comme celui-là. J'aimerais aussi, bien sûr, remercier toute la bande que nous sommes, là. On est quand même une grosse bande à travailler sur ce projet en tant que co-chercheur. Je ne vais pas évidemment présenter tout le monde, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a autant effectivement des oncologues, des médecins de famille, des patients, évidemment, qui sont très, très, très présents. On a évidemment aussi des personnes du réseau qui travaillent avec nous de façon très, très, très proche. Des chercheurs venant de plein de disciplines différentes, et puis la nutrition et la kinésiologie avec Isabelle et Chantal Benner, qui sont évidemment très importantes pour le travail que l'on fait, ou encore l'éducation thérapeutique avec Grégoire Laguerre et Annie Lasserre-Moutet, qui eux sont donc de Suisse et ont une longueur d'avance sur nous sur certaines données dans ce domaine-là. Voilà, donc on avait dit un mot sur toute l'équipe. Alors là maintenant je vais retourner à notre présentation, mais je trouvais ça important de revenir un petit peu. Donc là, c'était un peu le dessin qu'on avait fait initialement. Je pense qu'il va évoluer dans le temps, mais rapidement, on avait parlé de différentes strates. Donc on va revenir, toi tu vas nous en parler, hein, c'est compliqué. Il y a d'ailleurs un outil qui avait été proposé par le ministère qui est en lien avec la stratification des données. Comment on fait ça? Donc comment on oriente les personnes? Et puis c'est vrai que c'est un processus itératif, hein. On arrive avec un diagnostic, on arrive avec des traitements, mais ensuite ça évolue au cours du temps. Donc ça vraiment de faire en sorte que on soit le plus proche aussi des besoins des patients, parce qu'on peut faire ça de façon très mécanique et avec un algorithme IA, bien, mais ce n'est pas exactement ça qu'on veut, c'est qu'on veut aussi être capable de pouvoir évaluer la capacité de la personne à gérer son risque personnel. On a souhaité donc continuer, l'idée aussi c'était d'introduire donc un programme d'apprentissage personnalisé, donc on va avoir la chance d'avoir Tiffany qui va nous en parler, donc ça c'est vraiment remarquable. Il y a eu un travail fantastique qui a été fait, qui est en lien aussi avec le développement de compétences de soins.
De former les cliniques dans les équipes d'oncologie et de première ligne, c'est ce qu'on a commencé un peu à faire, mais qu'on va évidemment renforcer au cours des prochains mois. Et toujours notre socle sur lequel on travaille, qui est l'accompagnement par les pairs, qui lui a été instauré donc, dans les 3 établissements dans lesquels on travaille. Et ce qui est intéressant évidemment, c'est tout ce processus de préparation qui doit se faire de l'annonce de pré-diagnostic même ou pré-situation à risque, jusqu'à la 2e ou première année de post-traitement. Donc là, on est vraiment à ce moment un peu charnière du projet, où on est vraiment au déploiement de l'intervention. Donc l'idée, c'est vraiment de commencer au mois de janvier de façon avec un recueil de données. Mais il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. C'est ça qu'on va vous présenter ce matin à travers les expériences des 3 établissements. Et on a évidemment l'ambition qu'en 2027-2028, on arrive avec des données probantes pour expliquer l'intérêt de travailler de cette façon-là. On a 5 objectifs qui sont de co-construire l'intervention ensemble, ce qu'on a fait au cours de ces dernières années, de stratifier les besoins, donc ça tu vas nous en parler pour montrer la complexité, d'évaluer aussi les différents facteurs qui nous facilitent ou pas la mise en place d'un projet comme celui-là, d'explorer les dimensions qui peuvent être touchées par un projet comme celui-là. Et finalement, on aime beaucoup ça, c'est vraiment de regarder tous les enjeux qui vont émaner du projet, autant en enjeux éthiques que juridiques. Et on a la chance de pouvoir compter sur 2 co-chercheuses qui travaillent avec nous, donc Catherine Régis et Isabelle Ganache. Donc on avait déjà un article publié dans le domaine de la transition que j'avais fait avec la Gaspésie. Mais là, on a la chance d'avoir eu un article quand même publié dans la revue Santé publique, la revue canadienne de santé publique, qui va faire un numéro spécial sur la recherche interventionnelle en santé publique à la suite d'un colloque qui avait été mis en place par l'INCA, donc l'Institut national de cancérologie en France. Et c'est une revue hyper cotée, pas du tout évidente dans laquelle publier. Et on a la chance donc de pouvoir, on va vous tenir au courant, mais ça va être publié incessamment sous peu. Et l'idée, c'est vraiment de travailler sur comment on implante. C'est vraiment le mécanisme d'implantation sur lequel on a travaillé. Et puis un article en cours d'écriture sur le protocole. Donc on a maintenant l'éthique est complètement clean, entre guillemets, donc tout va bien. Pour la création des comités, ça je vais vraiment passer très très vite. On a ce fameux comité scientifique, on a une équipe projet, puis chacun des établissements a vraiment sa propre gouvernance. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans l'évolution des différents chantiers. Le chantier 1, c'était l'accès aux données et le développement des algorithmes de stratification. Donc ça va être toi qui vas nous présenter ça. Le développement et l'utilisation des différentes stratégies en soutien à la transition, la formation et l'habilitation des patientes accompagnatrices, la sensibilisation des professionnels et bien sûr la formation de la première ligne pour le suivi post-traitement. Donc peut-être que tu peux nous faire un petit point de ce qui s'est fait, parce que c'est quand même complexe, hein, oui, c'est pas si évident. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là et désolé encore du retard parce que c'est ça, il fallait qu'on compose avec VRI ce matin, avec la gang de Québec. Mais c'est toujours un plaisir en fait d'être, c'est un rendez-vous qu'on attend toujours là dans cette salle. Et puis Marie-Pascale, ça fait quand même un bout de temps qu'on ne s'est pas vu en personne. Et donc toujours un plaisir de venir ici. Et donc, je vais en profiter pour remercier toute l'équipe de Québec qui est là. Vraiment un grand merci parce que vous n'étiez pas là quand on l'a fait. Donc Jocelyne et puis Marie-Ève avec qui du CHUT Québec. Donc, et Marie-Josée, oui, Marie-Josée, effectivement. Alors, je pense que le docteur Latreille a touché un mot en fait avec l'idée derrière que les besoins et les profils des patients sont quand même différents. Et vous vous souvenez, il y avait un outil de stratification qui a été proposé en fait dans le plan du ministère. Et nous, dans le projet CPO, on avait pensé éventuellement aussi à développer un outil, mais en essayant d'aller un peu plus loin en fait, d'utiliser les données des patients, donc les données de vie réelle en fait qu'on a dans les établissements, pour essayer de voir si on est capable en fait de dégager des profils spécifiques pour chaque patient, avec l'idée derrière, encore une fois, que les profils sont différents, les besoins sont différents et donc la prise en charge, en fait, ou les trajectoires peuvent être différentes. Donc, on était parti avec l'idée d'avoir des données, en fait, du CHUT Québec et du CRCHUM. Le CHU, je peux dire à l'heure actuelle, c'est complété. On a déjà la base de données, elle est disponible, tout est complété. Donc, on a vraiment toutes les données qui sont disponibles. On est en train d'essayer au niveau du CHUM. On avait reçu les données mais au niveau du CHUM, mais encore, il y a des ajustements à faire, en fait,
à ce niveau-là. Donc, on va être capable, en fait, je pense, dans les prochaines semaines, les prochains mois, de stabiliser ça. On a déjà fait des tests, là, en fait, au niveau des données pour voir un peu, parce que, vous savez, on a les données brutes et les données qui sont recueillies dans les hôpitaux, généralement, ce n'est pas fait à la base pour la recherche, donc il faut s'assurer, en fait, que ces données-là sont très propres et sont très... correspondent, en fait, à ce dont on a besoin, en fait, pour rouler nos algorithmes. Et puis, l'idée aussi, c'est de pas réinventer l'eau chaude à chaque fois. Donc, de partir aussi, de voir qu'est-ce qu'il y a comme type d'outils pour stratifier les besoins, les profils des patients ailleurs. Donc, il y a ce travail-là aussi qu'on est en train de compléter, et puis incluant bien sûr la trousse du ministère. Et je sais aussi que dans certains établissements, notamment au CHU de Québec, on a aussi des outils spécifiques qui ont été mis en place, qui est une adaptation, en fait, de la trousse, en fait, du ministère, et de voir encore une fois comment on peut améliorer tout ça en rajoutant de la donnée patient, en fait, de vie réelle. Donc, les livrables attendus, bien évidemment, c'est d'avoir une meilleure connaissance, en fait, de l'historique des patients, donc dans toute la trajectoire. Donc, on peut avoir un recul qui peut aller jusqu'à 10, 20 ans derrière pour voir, en fait, si on peut avoir des profils spécifiques, et puis, encore une fois, d'être capable de proposer les éléments en fonction de ça. Donc, en termes d'avancement, on peut dire qu'on a complété entre 40-45% en fait de l'œuvre pour cette partie-là. Et donc, on devrait monter en charge, en fait, là, très prochainement. Et puis, j'espère qu'on arrive avec des trajectoires très claires pour notre prochaine conférence, rencontre annuelle en 2026. Donc, je prends un rendez-vous ici avec vous, là, et puis... Tu t'engages. Ben oui, je prends un rendez-vous. Mais peut-être que tu peux quand même souligner que c'est une grande chance quand même qu'au CHU de Québec, vous ayez cette banque qui n'existe nulle part ailleurs. Là. Ça, et là, je l'ai déjà dit, là, Jocelyne, et là, c'est une vision, en fait, qui avait été à l'époque. Cette base de données, déjà, elle existe depuis 1975. C'est fou. Donc, je peux, juste sans dévoiler mon âge, j'étais pas encore né. Donc, c'est quand même, et ça venait d'une vision d'un clinicien et puis d'un chercheur, d'un épidémiologiste qui se sont dit, on prend en charge des patients, mais on va recueillir des données pour être capable, en fait, de regarder qu'est-ce qui passe, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait même bien, et puis de suivre encore une fois pour faire du pilotage et puis améliorer, en fait, la prise en charge des patients. Et donc, ça nous permet aujourd'hui quand même d'avoir une banque de données qui est très bien phénotypée, avec des données qui sont, et je pense qu'on peut... affirmer sans risque de se tromper que c'est une base unique au monde. Et parce qu'on a des données pour chaque patient, on a à peu près 200 variables, en fait, qui nous permettent, en fait, de voir toute la trajectoire. Donc, je pense qu'au CHUM, on peut arriver à avoir certaines données, mais évidemment, la référence va toujours être quand même les données du CHU de Québec. Et donc, pour nous, c'est une fierté déjà d'avoir ces données-là et d'être capable, en fait, de dire, mais est-ce qu'on peut retrouver la même chose? Et de l'utiliser comme une référence pour valider, en fait, les données des autres établissements, en l'occurrence ici, le CHUM. Donc, et voilà. je crois aussi que tu as travaillé sur une revue de la littérature, non? Oui, l'idée de cette revue-là, c'était de voir, en fait, qu'est-ce qu'il y a ailleurs. Encore une fois, on n'est pas en vase clos, hein, c'est qu'il y a des gens, nous, on réfléchit, on veut stratifier les patients, on veut proposer des trajectoires, mais il y a aussi qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et puis, on va le voir, là, le regard croisé ici. Je pense que Marie-Pascale a fait un bon travail pendant son année d'études et de recherche en Europe pour... vendre, en tout cas, pour proposer le modèle, en fait, qu'on a ici à Montréal, au Québec, en fait, ailleurs, et puis vous allez avoir le retour des gens cet après-midi. Donc, l'idée, c'était vraiment aussi de voir, en fait, qu'est-ce qui existe ailleurs, et puis, évidemment, de ne pas le reproduire de façon systématique, mais d'adapter à nos réalités. La réalité québécoise, elle est différente de celle française, et la réalité à Québec, elle est différente de celle de Montréal. Donc, comment on fait, encore une fois, pour personnaliser les outils, en fait, de sorte que ça puisse répondre, en fait, aux besoins des gens du milieu, bien sûr des intervenants, mais également, en fait, des patients, évidemment, parce que c'est ça tout le travail là. Donc, encore une fois, c'était un rendez-vous qu'on prend, et puis... non, mais on va vraiment, je pense, être très innovant dans notre capacité de montrer un peu avec le recul quelles sont les trajectoires que les personnes peuvent avoir. Puis on a aussi travaillé avec l'INES, là on est en communication avec l'INES, qui a aussi d'autres types de banques de données pour voir comment on pourrait compléter les banques de données de l'INES avec le travail qui est fait au CHU de Québec et au CHUM. Donc là, je vais passer rapidement là-dessus, là où il y a effectivement des manières de stratifier, là, mais je vais revenir sur le développement et l'utilisation des différentes stratégies en soutien à la transition. Donc, ce qu'on avait fait, bien sûr, c'est de travailler sur le parcours d'apprentissage personnalisé pour les patients. Donc, on a
eu cette grande chance de travailler avec le Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public pour documenter qu'est-ce qui se passe entre le moment où il y a une suspicion d'une problématique en cancérologie jusqu'à quelques années après les traitements, pour vraiment s'assurer qu'on soit capable de pouvoir donner l'information au temps opportun, aider les personnes à développer des compétences qui soient aussi en relation avec la situation dans laquelle ils sont, et tout ça bien sûr avec le soutien d'un pair. Donc ça, je ne vais pas rentrer plus dans les détails puisqu'on a la chance d'avoir une présentation spécifique là-dessus. Et puis on a revu évidemment aussi cette fameuse trousse sur laquelle on va pas mal travailler aujourd'hui pour voir un peu ses limites, comment on pourrait aussi éventuellement développer ou améliorer les outils qui sont proposés par le ministère pour qu'ils soient vraiment intégrés de façon la plus pertinente dans le système. Donc on avance là-dessus. Donc on a la finalisation du parcours d'apprentissage qui a été fait. On a la trousse donc, qui est travaillée dans les établissements, on va vous en parler dans quelques instants. Et puis, on est en cours de réalisation de son implantation. On a aussi un travail qui est fait par le chatbot. On a fait donc un point là-dessus et on est en train de rechercher du financement pour pouvoir vraiment le développer. Et puis, on est en train de développer aussi des outils pour les professionnels et s'assurer en tous les cas qu'ils soient bien outillés pour les utiliser. La formation et l'habilitation des patients accompagnateurs, c'est un travail qu'on a fait aussi au cours de ces dernières années avec le grand soutien de la faculté d'études permanentes de l'Université de Montréal. On a eu la chance aussi d'avoir des retours après des différents établissements pour s'assurer qu'on répondait bien aux besoins. L'idée de cette formation, c'est de ne pas du tout se substituer à ce qui est fait dans chacun des établissements au Québec, mais c'est de permettre à des personnes qui sont vraiment en relation d'aide, donc des patients accompagnateurs ou des pairs accompagnateurs, de pouvoir avoir une version un peu commune du rôle de ce que c'est et comment on intervient et de pouvoir être outillé de façon la plus optimale. Donc c'est quand même une première base excessivement intéressante et qui a quand même fait l'objet d'énormément de boulot. Là. Donc vous voyez ici les différents modules. Donc il y a la présentation de la formation, les fondements du partenariat de soins et de services, connaître son environnement et se positionner, accompagner la personne atteinte, faire face aux enjeux éthiques et juridiques et finalement un certain nombre de ressources. Donc il y a vraiment un... Et puis je remercie vraiment de fond de cœur là, ce qu'a fait la FEP. On a travaillé avec des spécialistes dans la formation numérique et ça fait toute la différence puisque ça fait une formation très interactive et excessivement intéressante. Bon, alors les professionnels en cancérologie, là, on voulait faire plusieurs ateliers, mais on n'a pas été capable de faire beaucoup d'ateliers, mais on a fait un atelier qui était excessivement intéressant au CHUM, avec tout le continuum de toutes les personnes qui travaillent sur le cancer du sein. Et ça a été vraiment un moment particulièrement riche. Ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas beaucoup d'occasions pour pouvoir le faire. Donc on espère qu'on va pouvoir venir à Québec prochainement pour travailler et puis en plus faire connaître. Voilà, ça c'est un autre rendez-vous. Mais là maintenant je suis là physiquement, donc ça va être plus facile. Et puis aussi on voudrait le faire au CIUS de l'Est de Montréal. Donc on a vraiment de donner un peu comme un coup d'envoi pour montrer l'importance de travailler tous ensemble. Donc on a fait une présentation du projet, l'identification des outils de la trousse aussi pour chacun des établissements. Et on est donc en cours de finaliser pour le CHU de Québec et l'Université Laval et le CIUS de l'Est. La sensibilisation des professionnels de première ligne, ben là, vraiment grâce à tout le soutien donné par Géraldine Layani et puis aussi Emmanuel, je vais vous retrouver son nom de famille. Comment elle s'appelle ? Trépanier, merci. Emmanuel Trépanier. Vraiment, grâce à vous deux, là, on a pu toucher 2 groupes de médecins de famille sur l'île de Montréal pour développer une étude pour mieux comprendre les besoins de ces 2 groupes de médecins de famille et puis de voir aussi leur perception du rôle des groupes de médecins de famille pour la continuité des soins. Alors, évidemment, sur l'île de Montréal, mais on est en train de travailler justement aussi encore avec Jocelyne pour identifier des groupes de médecins de famille à Québec. Et comme ça, on pourra vraiment avoir comme des groupes de médecins de famille un peu témoins pour tester des idées et voir un peu comment on doit évoluer. Donc c'est ça, donc on a déjà identifié nos GMFU à Montréal, on est en train de le faire pour Québec et on va débuter incessamment ce travail. Et on a aussi fait un travail de littérature sur les modèles de transition. Donc ça, je vais laisser la parole à Mathilde dans quelques instants pour qu'elle puisse nous présenter le travail qu'elle a fait. Alors d'abord, je tenais à vous remercier d'être tous présents ici.
Et durant cette présentation, comme l'a dit Marie-Pascale, on va parler des différents modèles de transition de soins dans le monde. Donc bien sûr, il y a énormément d'exemples qui ont été pris, mais je me suis focalisée sur 4. Donc aujourd'hui, un des grands enjeux de la santé publique est le vieillissement de la population et donc de l'augmentation des maladies chroniques et de ce fait des survivants de cancer. Ce constat, il est mondial et il est touché dans tous les pays développés. En cancérologie, la transition désigne le processus planifié et coordonné qui organise le passage du patient de la phase active de traitement à la phase de suivi post-thérapeutique, impliquant souvent un transfert progressif des soins de l'oncologue vers le médecin de famille et les soins de premier recours afin d'assurer la continuité et la qualité des soins. Donc aujourd'hui, il y a peu d'études comparatives qui ont été faites sur les différents modèles les plus efficaces sur la transition. C'est pour cela que, sous la supervision de Marie-Pascale, on a décidé de créer une petite revue de la littérature internationale. Alors, comment on passe ? Voilà. Alors, la recherche documentaire a été réalisée à partir de bases de données scientifiques et institutionnelles, en utilisant des mots-clés en français et en anglais, tels que survivants de cancer, suivi post-cancer ou soins personnalisés. La recherche a permis d'identifier plusieurs références pertinentes, mais 12 ont été retenues dans le corpus en fonction de leur pertinence pour la cancérologie, de la diversité géographique bien sûr, et de la complémentarité entre les publications académiques et les documents stratégiques. Aujourd'hui, il existe 4 grands modèles traditionnels de suivi post-cancer. Alors le premier, c'est le modèle où ce sont des cliniques spécialisées par type de cancer qui opèrent. Le deuxième, c'est des cliniques qui sont centrées sur une intervention spécifique, comme par exemple la greffe de moelle osseuse. Le troisième, c'est un modèle qui est plus consultatif, avec une évaluation ponctuelle du patient et une remise d'un plan de suivi. Et le dernier, qui est plus commun aujourd'hui, c'est le modèle longitudinal, qui est le transfert progressif des soins de l'oncologue vers le médecin de famille, souvent de 1 à 5 ans. La problématique actuelle est que ces modèles traditionnels de suivi, centrés sur l'oncologue et le système hospitalier, sont devenus très coûteux, inadaptés et surchargés. L'objectif de cette revue littérature internationale a été d'explorer les nouveaux modèles de soins personnalisés à travers plusieurs pays. On parlera plus particulièrement aujourd'hui de 4 modèles, que sont le modèle des États-Unis, le modèle britannique, australien et singapourien. Donc pour parler du modèle des États-Unis. Alors il faut savoir qu'aux États-Unis, 65% des patients atteints de cancer sont des survivants à long terme. Ils ont développé au fil des années tous les types de modèles, mais l'approche la plus prometteuse est celle de la stratification du risque. Donc cette stratification du risque distingue les survivants à faible, moyen et haut risque afin d'adapter la fréquence des consultations et des traitements, mais aussi des professionnels impliqués. L'Institute of Medicine recommande une approche de suivi dite risk-based care, fondée sur les risques individuels liés à l'historique du cancer, du traitement et des antécédents et des comorbidités. C'est difficile à dire, tu vois. En découle ensuite un plan de soins qui est personnalisé, qui résume les traitements, les risques et les récidives, avec bien sûr un calendrier de suivi personnalisé et des recommandations. Plusieurs centres académiques et hôpitaux communautaires ont d'ores et déjà mis en place cette recommandation en créant des survivorship programs en lien avec les soins de premier recours. En 2023, les Centers Medicare and Medicaid Services ont développé le Enhancing Oncology Model. Donc c'est un modèle tout à fait récent qui a été mis en place cet été et qui transforme les soins oncologiques pour les patients Medicare recevant des traitements contre le cancer. Elle vise à renforcer en fait, le suivi des survivants, notamment avec des plans de soins qui sont totalement personnalisés. Cette cohorte, elle est menée pour 7 cancers différents, dont cancer du sein, de la prostate, du poumon. Elle nécessite une mise en place obligatoire de plusieurs services, dont par exemple le Patient Navigator, qui est la création d'un tout nouveau métier qui a pour objectif d'aider le patient à gérer tous ses rendez-vous médicaux, sa transition entre l'oncologue et le médecin de famille. Ensuite, comme on l'a dit, un plan de soins personnalisé est créé et partagé entre tous les acteurs de la prise en charge du patient, donc tant le médecin de famille que l'hôpital. Donc ça nécessite aussi des outils informatiques qui sont assez développés pour partager en fait l'information. Ensuite, il y a un dépistage des besoins sociaux. Donc on ne se focalise pas que sur le besoin de santé, mais également sur tout ce qui est par exemple la sécurité alimentaire, l'isolement de la personne ou ses besoins en logement. Puis enfin, il y a un recueil systématique des Electronic Patient Reported Outcomes. Donc c'est
toutes les mesures de symptômes, de douleur et de qualité de vie rapportées par le patient lui-même. Et en fait, ça a pour objectif, bien évidemment, d'intégrer davantage la voix du patient à sa prise en charge et aux prises de décision. Alors, traversons un peu l'Atlantique et on va se rendre au Royaume-Uni. Alors, la NHS, dans la continuité des plans 5-year Forward View et Long Term Plan, a pour ambition de faire des soins personnalisés la norme d'ici quelques années. En 2019, elle a créé son nouveau modèle de l'Universal Personalized Care. Ce modèle repose sur 3 piliers. Le premier, c'est une vision globale de la santé du patient, tant sa santé physique, mentale que économique et même émotionnelle. La deuxième, c'est une codécision et une co-responsabilité avec le patient, c'est-à-dire que les patients deviennent acteurs de leur parcours et partenaires des soignants. Et la dernière, c'est une intégration des dimensions médicales, sociales, communautaires et bien sûr numériques. Donc ces piliers, ils s'articulent autour de 6 composantes que vous pouvez voir sur le diaporama. Ce modèle, il est mis en œuvre via les réseaux de soins primaires tels que les Primary Care Network et les Integrated Care Systems. Et les outils du numérique, comme les plateformes de suivi, de dossiers partagés et les outils de communication entre les patients et les professionnels sont également mis en avant. De nouveaux métiers sont également créés, comme par exemple les link workers ou les coordinateurs de soins ou encore les conseillers en autogestion. Cela implique donc une transformation culturelle des pratiques, mais aussi un virage du numérique qui est imminent. Hop là. Enfin, éloignons-nous un peu pour voir ce qui se fait en Australie. Donc, Cancer Australia a défini un cadre national qui est basé sur 5 principes pour améliorer la prise en charge des survivants du cancer. Le premier, c'est qu'il faut impliquer davantage les patients à leur prise de soins et de décision, en faisant participer le patient durant tout le processus. Ensuite, c'est un soutien pour vivre mieux, ce qu'ils appellent « Support for Living Well », qui évalue systématiquement les besoins de soutien, tant physiques, psychologiques, sociaux, et à des moments clés du continuum de soins. Ensuite, le troisième, c'est un parcours de soins fondé sur la preuve. Le quatrième, c'est un soin coordonné et intégré, assurant des soins cohérents et reliés entre tous les services et professionnels. Et le cinquième, c'est un investissement dans la recherche afin d'améliorer les soins et les politiques de santé. Ce cadre, il encourage in fine à renforcer la coordination entre les spécialistes et les soins primaires, mais surtout aussi les services communautaires, afin de créer un soin personnalisé des survivants selon leurs besoins. Ensuite, pour finir ce petit tour du monde, on va à Singapour. Alors, le ministère de Singapour a créé l'initiative Healthier SG, qui est un plan national visant à transformer le système de santé en passant d'un modèle curatif hospitalo-centré à une approche préventive et personnalisée. Donc, chaque résident est invité à s'enregistrer auprès d'un médecin de famille qui construit un plan de santé individualisé, incluant les dépistages, les vaccinations et les conseils de mode de vie. Le programme s'appuie aussi sur la communauté, sur tout ce qui est activité, soutien social, et les outils, bien sûr, de numérique qui sont intégrés. L'objectif est d'améliorer la santé publique, retarder les maladies chroniques et donc de réduire les pressions sur les hôpitaux. Ce modèle repose sur 5 piliers: la mobilisation des médecins de famille pour fournir des soins préventifs, le développement de plans de santé personnalisés pour chaque résident inscrit, l'activation des partenaires communautaires, mais aussi la mise en place d'un programme national d'enregistrement qui invite les résidents de plus de 60 ans à s'enregistrer auprès d'un médecin de famille qui a été fait normalement mi-2023, suivi de ceux qui ont 40 à 59 ans. Puis le dernier, c'est le développement des leviers de soutien comme les outils du numérique ou le renforcement des infrastructures de soins primaires. Alors pour conclure, après l'analyse de tous ces modèles, on peut dire qu'il n'y a pas de modèle unique meilleur que les autres, mais on peut y retrouver des principes communs qui sont essentiels pour améliorer le suivi des patients. Alors bien sûr, le premier, c'est de mettre en place un plan de soins personnalisé, adapté aux risques afin d'optimiser les ressources médicales, améliorer l'expérience patient, mais aussi réduire les coûts. Le deuxième, c'est d'améliorer la coordination entre les oncologues, les médecins de famille et les autres professionnels et impliquer davantage les soins de la première ligne. Et le troisième, c'est impliquer davantage et activement le patient afin qu'il devienne acteur de son parcours et un réel partenaire pour les équipes soignantes et médicales. Tous ces principes convergent vers une vision d'avenir centrée sur la médecine collaborative et participative.